Bon matin, Jean de Saint-Amable. Bienvenue à cette nouvelle capsule sur la géométrie. Donc, nous sommes en théorie là, mercredi, si vous le regardez live, mercredi le 3 juin 2020. Puis, ben, dans le cadre de la COVID, hein, bon, on fait de l'enseignement à distance, puis on est rendu au chapitre 4. Donc, comme vous le constatez, on a skippé le chapitre 3, celui sur les inéquations. Bon, les conseillers pédagogiques n'ont pas trouvé que c'était nécessairement un savoir essentiel, etc. Donc, je suis quand même d'accord, là. C'est sûr que ça va vous servir un peu plus tard, mais c'est rien d'urgent. Puis, bon, c'est surtout des trucs accessoires, là. Anyway, on embarque aujourd'hui dans le chapitre sur la géométrie. Ça devrait durer, là, pas très longtemps, malheureusement, là, parce que, ben, c'est ça, on a peu de temps, puis quand même certaines autres choses à voir, là. Donc, on devrait voir ça aujourd'hui et demain, les concepts de géométrie principale, puis après ça, ça devrait être tout. OK? Donc, voilà. Le plan de match pour ce cours-ci, cours du chapitre 4 sur la géométrie, formule d'air de figure classique, mesure manquante dans un calcul d'air, racine carrée, racine cubique pour la carte numéro 3. Ensuite, on a carte numéro 4 et carte numéro 5, c'est les concepts relatifs à Pythagore. Donc, comment trouver une hypoténuse, comment trouver une cathète à l'aide de Pythagore. Pour la carte numéro 6, pardonnez-moi, on a la formule d'air d'un solide. Après ça, la mesure manquante dans le cadre du calcul d'air d'un solide. Formule de volume pour la carte 8. En carte 9, on a les transformations d'unité de volume et de capacité. Puis le reste, ça va être pour demain. Donc, je vais juste là m'abstenir de vous les mentionner. Mais bon, de la carte 10 et à la carte 16, là, on va voir ça demain. C'est tout ce qui a rapport à ben, des transformations géométriques, hein, des figures semblables, des raccords de homothétie. Puis à ça se rattache là, K1, K2, K3, dépendamment dans quelle dimension on est. OK, donc on va voir ça demain. Bon, pour commencer, ben, voici là la première carte. Hein. C'est une carte probablement qui date, ben, un concept qui date depuis primaire. Là. Ici, il s'agit surtout là, d'être capable de reconnaître quelle figure on a, et d'être capable d'appliquer la formule. Donc, on va aller voir ça. On a tout ce qui est les figures classiques. Hein. On a ici, par exemple, euh, voyons, on a le trapèze. On a un triangle ici, un parallélogramme, un losange, un cercle, puis un rectangle. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai appelé là, mes figures classiques. Donc on a là, bon, les formules ici pour le calcul d'air. Hein. Donc petite base plus grande base pour ce qui est du trapèze, etc. Base fois hauteur. Là, je ne m'attendrai pas là-dessus. Comme, puis, ben, la deuxième catégorie, là, c'est les polygones réguliers. Des fois, bon, les gens, c'est comme flou un peu ça, là, fait que faut que ce soit clair. Les polygones réguliers, eux, ils ont toutes la même formule, hein. Puis, c'est celle-là qui est ici. Peu importe combien il y a de côtés d'un polygone régulier, on se rappelle que les deux conditions pour être un polygone régulier, là, c'est d'avoir tous ses côtés égaux, ben, puis tous ses angles égaux aussi, là. Donc, voilà, polygone régulier. Donc, ici, on a un petit exemple là, sur comment calculer ben, l'aire d'une figure. Fait que dans le fond, la première étape, c'est sûr qu'il faut être capable de reconnaître à quelle figure on a affaire. Ici, bien sûr, il s'agit d'un triangle. On nous le dit même dans la question, donc ça devrait bien aller. Alors, vraiment, ici, là, c'est un calcul simple. On a la hauteur qui est ici, notre triangle. Hein, je vais juste la tracer, la hauteur. Puis on a la base du triangle ici. Là. Des fois, le triangle est sur un autre côté ou quoi que ce soit. Il faut quand même être capable de dégager la bonne base et la bonne hauteur. Là. Mais en fait, on sait que, bon, je pourrais prendre n'importe quelle base avec n'importe quelle hauteur qui vient perpendiculairement à la base. Là. Mais en tout cas, dans ce cas-ci, il faut être capable bon, d'identifier la hauteur et la base. Donc voilà. Puis le calcul, il est le suivant. Ben, l'aire d'un triangle, c'est tout simplement base fois hauteur divisé par 2. Donc ici, ce qu'il s'agit de faire, hein, c'est d'appliquer la formule. Donc j'ai mes informations qui sont là. J'ai 26 cm pour ma base. Je vais aller le mettre ici, tout simplement. Puis mon 12 cm, ma hauteur, je vais aller le placer là. Et si ça donne droit au calcul suivant, ben 26 fois 12 divisé par 2. On peut calculer ça, là. 26 fois 12, c'est 312. On divise par 2, puis ça donne 156. Donc, pas très compliqué comme premier concept. Puis, ben, l'aire du triangle est de 106,
156 cm². Bien sûr, là, inutile de mentionner que ben, on peut faire ça avec n'importe quelle formule qui était là à la page précédente. Donc voilà. Bon, ici on a en fait hein, le concept de mesure manquante dans le calcul d'air. Donc voilà, j'ai fait une carte spécifique avec ça, même si c'est quand même des concepts de secondaire 2, secondaire 1 à la limite, non plus secondaire 2. Donc ici on nous dit là, quelle est la mesure de la hauteur de ce triangle. Fait que dans le fond, on voit que c'est exactement le même triangle que tantôt, hein. Tantôt on nous demandait, OK, j'ai une hauteur ici, calcule-moi à l'aide de la formule l'air. Maintenant, ce qu'on a ici, c'est ben, un peu l'inverse, si on veut, hein. On nous donne l'air, puis on nous donne la base, puis on nous demande de chercher la hauteur. Donc là, il s'agit de poser l'équation, euh, puis on va avoir une inconnue, puis il va s'agir d'aller trouver là, la valeur de cette inconnue-là. Donc on va poser l'équation, c'est la même équation que tantôt finalement, hein, parce que l'air, comment trouver l'air d'un triangle, la formule n'a pas changé là. C'est encore base fois hauteur divisé par 2. La seule chose qui a changé, c'est les informations qu'on a. Ici, à place d'avoir la base et la hauteur, on a l'air. Donc, on va aller placer nos inconnus à la bonne place, bien sûr. Ben, pas nos inconnus, nos connus finalement, hein, les choses qu'on sait. On a l'air qui va là. Puis ici, ben, on a la base. D'accord? Donc, une fois que ça c'est fait, ben, on place ça, on met ça en place. Donc, on a que 156. On va pas traîner le centimètre carré, là, on va juste l'oublier pour l'instant. Mais 156 est égal à base fois hauteur, qui est mon inconnu ici, divisé par 2. Là, je vais appliquer le principe de la balance ici pour être capable d'aller isoler ma hauteur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller multiplier par 2 des deux côtés de l'équation, hein. Ça va avoir fait en sorte là, de me débarrasser, hein, de ma division par 2. Fait que en multipliant par 2 des deux côtés, là, j'ai mis mon point. Ici, je vais mettre un X là, pour être plus clair. Donc 156 fois 2. Bon, je vais mettre un X aussi. Puis ici, ben, c'est clair que ces deux choses-là vont s'annuler. Donc tout ce qui me reste à droite, c'est 26 fois H. Puis ben, à gauche, c'est le résultat de la multiplication 156 fois 2. Donc après ça, mais encore une fois, hein, au risque de se répéter, j'applique le principe de la balance, puis je veux aller là, trouver quelle valeur je peux donner à H ici pour que mon équation soit respectée. Ça ne pourrait pas être n'importe quelle valeur. Si je donne la valeur 2 à H, ça ne marchera pas. Il faut absolument là. Puis bon, on s'entend que l'opération pour aller chercher cette valeur-là, c'est tout simplement l'opération inverse de la multiplication, c'est-à-dire la division. Donc là, je vais diviser par 26 des deux côtés de l'équation, puis je vais trouver ma valeur. H est égal à 12. On l'avait à la question précédente. On avait que 26 fois 12 divisé par 2, ça donnait 156. Ici, c'est l'inverse qu'on a trouvé. Okay? Puis on peut faire ça pour, bien sûr, n'importe quelle figure dont on a là, un seul inconnu. Hein? À deux inconnus, on ne pourrait pas nécessairement appliquer cette formule-là. Ce serait un peu plus compliqué, là. Ça nous prendrait d'autres outils. Mais ici, là, à un inconnu, il suffit d'appliquer le principe de la balance pour isoler notre inconnu. Et le tour est joué. Donc, réponse finale, là, ben, la hauteur du triangle est de 12 cm. Donc, pour le concept numéro 3, c'est le concept de racine carrée et racine cubique. Donc, voilà. On sait là que ben, finalement, hein, la racine carrée, c'est ici un 2 qui est sous-entendu, mais on ne le met pas tout simplement pour alléger, parce que c'est vraiment bon, une racine qui est beaucoup utilisée là, euh, en général en mathématiques. Donc, juste pour alléger la notation, on a dit que quand on marque rien, c'est comme une racine cubique. OK? Donc voilà. Puis c'est sûr là, qu'on pourrait faire racine deuxième, si on veut, racine cubique, racine quatrième. Mais cette carte-là s'intéresse uniquement à la racine carrée et la racine cubique. On voit que dans des dimensions de la vie réelle, ben, la racine quatrième ne s'applique plus vraiment. Hein, parce que dans la vie, on a deux ou trois dimensions. OK? Donc voilà. Puis on a en fait, on pourrait voir le monde comme étant une dimension, mais ce serait comme trop simple un peu, donc on ne s'attend pas à ce cas-là. OK, donc voilà. Ici, racine carrée et racine cubique, c'est tout simplement racine deuxième et racine troisième. Donc ça, c'est une information, une distinction importante à faire, là. Bon, voilà. Fait qu'on va voir quatre exemples ici de c'est quoi la racine carrée, comment on l'utilise, qu'est-ce que ça mange en hiver. Puis j'espère que vous allez me suivre. Donc, premier exemple, quel est le nombre qui, multiplié par lui-même, donne le chiffre 64? Donc,
ce qu'il faut faire ici, là, c'est, ben, en fait, mathématiquement, on pourrait tout simplement penser algébriquement à une manière de faire ce problème-là dans notre tête. Mais alternativement, ce qu'on peut faire, puis je le fais tout simplement là, faire la transition entre l'utilisation de la racine carrée et la racine cubique dans un contexte théorique, puis cette utilisation comme ici dans un contexte qui est quand même assez familier. Ok, donc, mais quand même ici, là, je sais que ça, c'est pas la chose idéale pour vous à voir, mais c'est important que vous la compreniez. Donc, x représente un nombre, hein, un nombre quelconque, un nombre inconnu à date. C'est ça qu'on va essayer de trouver. Puis on se dit, OK, x fois x, c'est-à-dire x fois lui-même, qu'est-ce qui va respecter ici le signe d'égalité? Mais encore une fois, ce que je peux faire pour répondre à ma question, c'est ben, utiliser le principe de la balance. X fois x, quand on connaît la loi des exposants, ben, on sait que ça donne x carré. D'accord? Donc là, x carré, bien sûr, x carré est égal à 64. Ce que je veux faire ici, c'est d'aller trouver la valeur de x qui respecte mon équation. Bien sûr, la manière de faire ici, c'est d'appliquer le principe de la balance. C'est la racine carrée qui va me permettre de répondre à cette question-là. D'accord? Donc, si j'effectue la racine carrée des deux côtés de l'équation, ben, ce qui va se passer ici, c'est que ça va se simplifier. Donc, tout ce qui va me rester à gauche de l'équation, ça va être x, et à droite, ça va être le résultat de la racine carrée de 64. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas sûr, là, on peut le tester avec la calculatrice. Ben, on dit, OK, racine carrée, il est où sur ma calculatrice? OK, il est ici. Racine carrée de 64, ben, ça donne bel et bien 8. Puis si je vérifie à l'inverse, 8 fois 8, ça donne 64. Donc finalement, on se rend compte assez rapidement que la racine carrée, c'est tout simplement l'opération inverse d'une multiplication d'un chiffre par lui-même. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc on a comme réponse 8. Ici, à droite, ça va être les exemples relatifs à la racine cubique, puis à gauche, ça va être la racine carrée. Donc, quel est le nombre qui, multiplié par lui-même deux fois, donne 27? Donc, on multiplie par lui-même deux fois. Donc, x, on multiplie par x, puis par x une autre fois. On se dit, OK, quel chiffre peut respecter là, cette équation-là ici? Quelle valeur je peux donner à x qui va faire en sorte que l'égalité va rester vraie? Par exemple, si je donne la valeur 1 à x, est-ce que ça va être vrai? 1 fois 1 fois 1 égale 27? Non. Si je donne la valeur 2 à x, 2 fois 2 fois 2, ça donne 8. Ça ne marche pas. On pourrait continuer ainsi. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Ben, ici, on se rend compte que c'est simplement 3 la bonne réponse, puisque 3 fois 3, ça donne 9. 9 fois 3, ça donne 27. Donc, voilà. J'aurais pu aussi là, me convaincre de ça en utilisant là, la racine cubique, en utilisant pardon, la racine cubique. Donc, à l'aide du principe de la balance, j'applique la racine cubique des deux côtés de l'équation, puis je trouve en fait là, que x est égal à 3. Donc, voici un exemple d'utilisation de la racine cubique. Donc, ici, on voit pas. Donc, pour le prochain exemple, on nous demande quelle est la mesure d'un des côtés du carré ci-contre. Donc, c'est tout simplement être capable d'appliquer la racine carrée, mais en contexte cette fois-ci. Donc, voilà. Ici, là, bien sûr, hein, je connais l'aire de mon carré. Puis, je me demande, ben, c'est quoi la valeur que je peux donner à un de mes côtés ici, là, appelons-les x. Appelons-les x. X fois x. Puis, on sait, là, bien sûr, que dans un carré, toutes les mesures de côté vont être les mêmes. Donc, c'est clair que si je veux calculer l'aire de ça, il va falloir que je fasse cette mesure-là fois cette mesure-là, qui est en fait la même. Okay? Donc là, encore une fois, c'est exactement la même affaire que ce problème-là un peu, à part le fait que j'ai une mesure d'air qui est différente là, que les chiffres que j'avais en haut. Mais encore une fois, je pose ma formule, puis je trouve que C carré est égal à 121. Après ça, j'applique le principe de la balance, puis dans le fond, je fais la racine carrée des deux côtés de l'équation pour me débarrasser là, de mon exposant 2. Puis ça a comme effet, là, donc C est égal à 11. Encore une fois, je peux vérifier avec ma calculatrice que ben, 11 fois 11, ça donne 121. Je suis ici, là, ça donne 121. Puis, on a aussi là, que, pardon, on a aussi que la racine carrée de 121 c'est égal à 11. Donc, 11 fois 11 c'est égal à 121. Racine de 121 c'est égal à 11. Donc, voilà, c'est ça, c'est l'inverse d'un nombre multiplié par lui-même. C'est ça la racine carrée.
pour la racine cubique, mais c'est un nombre multiplié par lui-même deux fois. Donc, l'exemple en géométrie, c'est quelle est la mesure d'une des arêtes du cube ci-contre. Encore une fois, ce qui est particulier dans un cube, c'est que, bon, j'espère qu'on est au fait de tout ça, là. Bon, on a les arêtes qui mesurent exactement la même longueur. Donc, si je veux calculer le volume de ce cube-là, ce serait long, bon, longueur fois largeur fois hauteur, mais en tenant pour acquis que ma longueur, ma largeur et ma hauteur mesurent exactement la même chose, étant donné que c'est un cube. Donc, ça donne encore une situation là, qui est résolvable à l'aide de la racine cubique. Je vais poser ça. Ben, le volume d'un cube, c'est côté fois côté fois côté. Après ça, C à la 3 est égal à 243. Puis, je vais utiliser le principe de la balance pour isoler ma vraie valeur de C. En fait, quelle valeur de C je peux donner à l'équation pour que C fois C fois C égale à 343? Ben, j'ai appliqué la racine cubique. Ici, je vais aller le faire sur ma calculatrice, là. Racine cubique de, euh, de 343. En fait, hein, je fais la racine cubique des deux côtés de l'équation. Ici, je vais aller chercher ça sur ma calculatrice. Bon, dépendamment des calculatrices, là, on a différentes manières de faire, mais la plupart du temps, on n'a pas la... Ah oui, moi je l'ai. Voyez-vous, il y aurait deux manières de le faire ici. Soit je tape mon chip en avant, puis je mets la racine xième. Des fois, les calculatrices vont seulement permettre cette utilisation-là. Ah non, ça marche pas comme ça. Bizarre. OK. Euh, non, non, c'est racine cubique de 343. Pardonnez-moi. Je vais couper ça au montage si j'ai le temps. Donc, je vais le refaire. On va tout simplement faire là, la racine cubique. Non, on va faire la racine cubique ici. Là. Bon, ça, c'est la manière que j'espère que votre calculatrice l'a de cette façon-là. Si jamais elle ne l'a pas, ben, vous devez utiliser l'autre manière. Là. Donc, cette manière-là, ce serait taper le chiffre 3 avant et ensuite aller sélectionner là, la racine xième comme ça. Puis là, ben, euh, ça donne la même affaire, OK? Donc, finalement, cette touche-là ici, là, j'espère que je suis clair, là, me permet de aller calculer la racine xième. Ça veut dire la racine du chiffre qui est juste en avant. Donc, si votre calculatrice ne vous permet pas d'utiliser ce piton-là, ben, vous pouvez utiliser l'autre façon. Mais idéalement, ce serait la première option. Donc, voilà. J'espère que c'est un peu plus clair, là, le concept de racine carrée et de racine cubique. Pythagore, trouver l'hypoténuse. Donc, Pythagore, un chapitre qui est généralement bien compris. Donc, dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit est l'hypoténuse. Donc, voilà, ici, là, c'est une des choses clés pour bien appliquer Pythagore. C'est être capable de reconnaître que dans un triangle, ben, on a un côté qui est vraiment le plus grand. OK? Donc, ce côté-là, ça va toujours être le côté qui est opposé à l'angle droit. Dans le fond, un triangle rectangle, bien sûr, c'est un triangle qui a un angle droit. Puis, ben, le côté qui va se trouver opposé à l'angle droit, qui ne touche pas finalement, hein, on voit que ces deux côtés-là touchent à l'angle droit, mais ça va être nécessairement dans un triangle rectangle, le côté le plus long. OK? Donc, puis on va avoir les deux cathètes ici qui sont ni plus ni moins les deux côtés les plus petits. Voilà. Donc, dans ce type de triangle, on peut appliquer la relation de Pythagore. Ben, cathète au carré plus cathète au carré est égal à l'hypoténuse au carré. Donc, c'est ça la formule que Pythagore avait trouvée. C'est vraiment une formule géniale qui marche, mais il faut absolument avoir un triangle rectangle. Hein. Elle est valide seulement dans un triangle rectangle. Bon, ici, on peut là, donner des petites lettres à chacun des côtés. Ben, on a nos deux cathètes ici. Hein. Nos deux cathètes est égal à notre hypoténuse au carré. D'accord? Donc, nos deux cathètes au carré est égal à le côté le plus long au carré lui aussi. Donc ça, bon, on nous demande ici de trouver la mesure de l'hypoténuse dans le rectangle droit ci-dessous, là. Pardonnez-moi pour la petite faute d'orthographe. Donc, tout simplement, on va appliquer la formule de Pythagore ici. Donc, ce que Pythagore nous a dit, lui, c'est que les deux plus petits côtés au carré, quand je les additionne, ça donne le plus grand côté au carré. Donc, A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Donc voilà, je cherche là, la mesure du côté qui est ici. Puis j'ai des informations pour mes deux plus petits côtés. Donc mes deux petits côtés sont à gauche de l'égalité.
puis mon plus grand côté est à droite d'égalité. C'est une chose qui est très importante à comprendre. Donc ici, j'ai été là tout simplement placer mes valeurs dans la formule, puis je vais calculer ce qui se passe. Donc, euh, 9 plus 16, bon, 3 au carré, probablement, ça donne 9. 4 au carré, ça donne 16. Là, je peux le calculer sur ma calculatrice si je veux. Bon, si vous êtes rouillé, ça fait un petit bout, là. Vous pouvez effectuer le calcul suivant. Ben, 3 au carré plus 4 au carré. Bon, 3 au carré, c'est 9. 16 au carré, c'est 16. Donc, ça donne le chiffre 25. Donc, voilà. Ici, j'ai l'information suivante. Je sais que 25 est égal à la valeur de C au carré, c'est-à-dire la valeur de mon hypoténuse au carré. Là, l'erreur à ne pas faire ici, c'est d'aller dire que la valeur de C, c'est 25. Une erreur qui arrive quand même des fois, pas trop souvent, bien sûr, parce que c'est un chapitre qui est bien compris. Mais c'est important de ne pas faire cette erreur-là, là, parce que ce qu'on a ici, bien sûr, c'est la valeur de notre hypoténuse multipliée par elle-même, c'est-à-dire la valeur de notre hypoténuse, pardon, au carré. Donc ici, ce que je vais vouloir faire, là, c'est d'appliquer le principe de la balance, puis d'aller tout simplement faire comme dans les exemples précédents, puis de faire la racine carrée des deux côtés de l'équation. Parce qu'ici, je n'ai pas la valeur de mon hypoténuse, j'ai la valeur de mon hypoténuse multipliée par elle-même. Donc, ici, je vais tout simplement aller faire le calcul suivant. Ben, racine carrée, non, pardon, pardonnez-moi, ne faites pas ça à la maison. Ici, ce que je veux faire, c'est la racine carrée de 25 de côté, hein, pas la racine carrée de 5. OK? Donc, ici, je peux aller le faire sur ma calculatrice. Là. Je vais faire la racine carrée. Je vais faire Shift racine. Racine carrée de 25. OK? Donc, ça va me donner le chiffre 5. Je peux le faire à la maison. Je peux vérifier que mon hypoténuse multipliée par elle-même, ça donne le chiffre 25. OK? Donc, je sais ici là, que la valeur de mon hypoténuse, c'est 5. Ça ne ferait pas de sens de dire que la valeur de mon hypoténuse, c'est 25, bien sûr, là, parce que bon. Au concept numéro 5, on nous explique comment trouver la valeur d'une cathète. Donc, contrairement à l'exemple précédent, là, ici, plutôt que d'avoir la valeur de l'hypoténuse, la valeur ici là, que je vais tracer en rouge, la valeur de l'hypoténuse, plutôt qu'avoir celle-là, on va avoir la valeur d'une des deux cathètes. Hein? Donc, ce sera là, soit celle-là ou celle-là ici. OK? Donc, il n'y aura pas vraiment de distinction entre les deux cas, laquelle des cathètes, puisque c'est les deux plus petits côtés du triangle qui sont interchangeables dans la formule. D'accord? Donc voilà. Ici, on a comme information suivante, là, euh, quelle est, euh, quelle est la mesure de la cathète de ce triangle? Elle est là. Donc là, ici, comme information qu'on a, c'est l'hypoténuse, puis une des deux cathètes. Donc là, on va se servir de la formule de Pythagore, puis on va aller remplacer efficacement dans la formule. Ben, encore une fois, hein, la valeur de l'hypoténuse, c'est celle-là que j'ai ici. Tantôt, c'est elle qu'on cherchait. Là, on nous la donne. OK? Ici, ben, je vais poser la valeur de 5 cm comme étant la valeur A, puis je vais aller remplacer dans la formule. Ça va donner la chose suivante. Ben, 5 au carré plus b au carré ici, je vais devoir là, chercher la valeur de mon inconnu b. D'accord? Donc, c'est la valeur, je vais premièrement chercher la valeur de b carré, puis après ça, ben, hein, je vais chercher la valeur de b lui-même en effectuant la racine. Donc là, je vais commencer par faire le principe de la balance. J'ai développé 5 au carré, ça fait 25, puis 13 au carré, ça fait 169. Donc là, ici, j'ai appliqué le principe de la balance pour trouver mon inconnu, c'est-à-dire b carré. Donc, ici, b carré est égal à 144. Donc, je vais, hein, moi, je suis à la recherche de la valeur de b, c'est-à-dire la valeur de la cathète, et non pas la valeur de la cathète multipliée par elle-même. Donc, ici, là, je vais appliquer le principe de la balance pour effectuer la même opération des deux côtés de l'équation. La première opération, à gauche, va avoir comme effet euh, de me débarrasser de mon exposant, finalement. Puis la racine carrée, ici, là, racine carrée de 144, ça fait 12, tout simplement. Donc, voilà, c'est la valeur rechercher, c'est la valeur de ma cathète. Donc, la réponse ici à la question, que la mesure de la cathète manquante, ben, la mesure de cette cathète-là, c'est 12 cm. Au concept numéro 6, on nous parle de, ben, on va nous donner dans le fond les formules d'air de solide. On va tenir pour acquis là, que de remplacer dans la formule une fois que les différentes parties
du solide sont identifiés, là, c'est acquis. Mais bon, ici, c'est vraiment une formule pour nous rappeler, parce que c'est vraiment plus du secondaire 2, ça, d'être capable de remplacer dans la formule dans le cas d'un calcul d'air latéral ou d'air total, d'accord? Donc là, une chose qu'il ne faut absolument pas oublier quand on parle de développement, ben, quand on parle d'air latéral et d'air total, c'est bien sûr le développement des solides. Ici, on le voit bien, là. Quand je parle d'un cylindre, là, ça va être vraiment important de me représenter que c'est bien sûr le développement qui m'intéresse, puisque l'air latéral, ça correspond à hein, chacune des surfaces, bon, l'air qu'il occupe, OK? Et c'est différent du volume parce que le volume, c'est vraiment là, la capacité intérieure d'un solide. Ici, c'est vraiment là, si je voulais peinturer, par exemple, ou tapisser, donc on parle d'air, bien sûr, dans le cas. Là. Ici, là, bon, je développe mon solide, puis ensuite, ben, je me demande, OK, il faudrait que je calcule l'air de ce cercle-là, l'air de ce cercle-là qui serait exactement le même dans le cas d'un cylindre, puis j'ajouterais à ça l'air de ce rectangle-là. D'accord? Donc, ce serait ça le calcul à faire ici. Il ne faut pas perdre ça de vue quand on applique les formules d'air de solide. D'accord? Donc, les formules sont les suivantes. Premièrement, ouais, encore une fois, là, si je développe mon solide, ça donne la chose suivante. Puis, ce qui m'intéresse ici, là, ben là, je vais continuer le développement. C'est vraiment là, l'air de chacune des surfaces, ici dans le cas d'air latéral ou d'air total. Puis là, on voit que ben, on va différencier l'air latéral de l'air total. L'air latéral, on va s'intéresser à l'air seulement du contour et non pas des bases. Dans le cas de l'air total, ce sera le solide au complet, hein, avec les bases inclus. Fait que là, l'air latéral, c'est seulement le contour, mais quand on parle d'air total, on englobe tout ensemble, c'est-à-dire l'air des bases et l'air latéral ici, d'accord? Donc l'air des deux bases et l'air latéral. C'est pour ça qu'on va souvent voir la notation 2 fois A, air de la base, là, parce que, bon, pour un solide qui n'est pas pointu, on sait qu'il y aura deux bases. Aussitôt qu'il y aura deux bases, on va être confronté à deux fois la mesure de l'air de la base, parce que je vais calculer l'air de chacune des faces, c'est-à-dire l'air du solide qui est ici. Donc, on va faire ça. Ici, bon, on a chacune des formules, là. Je pense que chacun des élèves est quand même bon pour appliquer ces formules-là. Fait que je ne vais pas trop insister là-dessus. Je vous les présente rapidement. Si vous voulez venir les consulter, là, libre à vous. Donc, les voilà. Donc, si je vais faire un petit exemple ici sur comment calculer l'air latéral en me basant sur les formules. Là. Donc, voilà. J'ai un cône ici. Pas nécessairement le cas le plus simple. Là. Donc, voilà. La formule est quand même longue un peu. Donc, ici, j'ai le rayon d'une valeur de 12. Puis, j'ai l'apothème d'une valeur de 15. Donc, là, ça me prend ces informations-là si je veux être capable de calculer l'air latéral ou l'air total. Dans ce cas de cette question-là, je vais vous demander l'air total, c'est-à-dire l'air de la base plus l'air latéral ici. Voilà. Il y a aussi la hauteur, hein. Il y a beaucoup de gens là, qui mêlent l'apothème puis la hauteur. Là, dans le cas d'air latéral, vous allez voir dans la formule, on n'a pas besoin de la hauteur. C'est magique comme ça, les mathématiques. La formule se fait d'elle-même sans la hauteur, seulement avec l'apothème. Mais là, ce qui arrive ici, c'est que c'est ça. Il faut être capable de différencier l'apothème de la hauteur, ce qui n'est pas toujours le cas pour certains élèves. Donc là, la hauteur, c'est facile, hein, elle vient couper ici à 90 degrés dans le plein milieu. L'apothème, c'est bien sûr là, une des parties, une des arêtes comme ça, des infinités d'arêtes d'un cône. Bon, donc là, ben, comme on n'a pas besoin là, de la hauteur, on va s'en débarrasser. Puis voilà. Le but de la question ici, c'est de calculer l'air total. Donc, ça va nous prendre en fait l'air de la base en rouge et l'air latéral ici représenté en vert. Donc là, si on décortique la formule ici, on se rend compte là, que ben, la partie en vert ici, c'est la circonférence fois la hauteur, puis on va diviser ça par 2. Puis, pour ce qui est là, de la base, on a pi fois r au carré, qui est la formule finalement là, pour le calcul tout simplement d'un cercle, ok, en deux dimensions. Donc, ça nous rappelle là, que de calculer l'air total, c'est calculer l'air de chacune des bases. Donc, calculer l'air de la base, qui est finalement un cercle, ni plus ni moins, puisqu'on parle d'une pyramide, bon, d'un cône, pardon, puis la base d'un cône, c'est un cercle. Donc, voilà. Puis la partie en vert, là, c'est circonférence par hauteur divisé par 2. Je le représente en vert. Donc voilà, on va juste simplement aller remplacer nos inconnus dans la formule.
Puis là, ben, la valeur de la circonférence ici, là, c'est 2 pi r, si on se rappelle bien. Donc là, ce qui arrive ici dans le cas du calcul d'un cône, c'est qu'on peut simplifier, puis ça rend la formule encore plus simple, c'est tout simplement pi fois r fois a, plus pi fois r au carré. Donc voilà. Et puis, c'est ça. Hein? Une fois qu'on a simplifié la formule de cette façon-là, là, on peut tout simplement remplacer. Donc, on n'oublie pas que la valeur de mon rayon, c'est 12. Puis la valeur de mon apothème, c'est 15. Donc là, je vais aller remplacer aux bonnes places. Ben, mon apothème, elle va ici. Puis mon rayon, lui, il va à deux endroits. Il va ici, puis il va là. La valeur de pi, ben, ça, c'est une valeur fixe. Là. On va simplement se servir de la calculatrice pour calculer. Donc, pi fois mon rayon fois mon apothème, plus pi fois mon rayon au carré. Donc, j'ai été remplacé dans chacune des valeurs possibles. Puis, après ça, là, je vais rassembler tout ça ensemble. Puis, on n'oublie pas, là, bien sûr, la priorité des opérations. Donc, je vais effectuer cette multiplication-là ici, avant. Après ça, je vais effectuer cette multiplication-là. Puis, je vais calculer mon résultat. D'accord? Donc, ça va donner la chose suivante, là. On peut le faire à l'aide de la calculatrice, là, juste pour être certain que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Ben, ici, on va avoir, bon, si on a une calculatrice comme ça, là, elle va prendre en compte, bien sûr, là, la priorité des opérations. Donc, pi fois 12 fois 15 plus ben, pi fois notre rayon au carré, pi fois 12 qui est notre rayon, puis on va mettre ça au carré. Donc là, on appuie. Puis, bon, bien sûr, là, ça calcule tout d'un coup, qui est bien sûr la bonne réponse, là, 1017,86-87 environ. Donc, c'est parfait. Donc, voilà, on a calculé l'aire totale là, de notre compte. Pour ce qui est du concept numéro 7, la mesure manquante dans le cas d'air d'un solide. Donc ici, là, on se rappelle que c'est un peu comme la carte numéro 2, là, qu'on avait vu l'air manquante dans le cas d'un calcul d'air classique. Donc ici, c'est simplement la même chose, mais dans le cas d'un calcul d'air d'un solide. Donc des fois, ça donne des formules quand même longues. Il faut être capable d'utiliser le principe de la balance adéquatement, là. Donc ici, on nous dit quelle est la mesure de la hauteur d'un cylindre d'un rayon de 5 cm et dont son aire totale est de 347,57. Encore une fois, on est dans une situation où on a plein d'informations, puis on a la valeur, là, ben, on va rechercher la valeur de notre inconnu. Dans le cas ici, la valeur de notre inconnu, c'est la valeur bon, qu'on nous demande, la hauteur, ben, la hauteur est ici, hein, représentée par un point d'interrogation. Donc voilà, on va partir de la formule. La formule, c'est circonférence fois hauteur plus 2 fois l'aire de la base, c'est-à-dire 2 fois pi r au carré. OK? Donc voilà, étant donné qu'il y a deux bases, c'est pour ça 2 fois pi r au carré, qui est tout simplement la formule d'air d'un cercle. OK? Donc, on continue comme ça. Puis, on va tout simplement aller remplacer, aller mettre nos valeurs qu'on connaît. Hein? R, on le connaît. Si je développe pour la formule de circonférence, ça va donner une autre place que je vais mettre là mon R. Donc, ici, parce que c'est 2 pi r, la formule de la circonférence. Donc, il faut être au courant de ça, là. Puis ici, bon, ben, mon R total, j'ai été bien sûr la mettre là, de l'autre côté, ici à gauche de l'égalité. Pardonnez-moi pour le zigzag. À gauche de l'égalité, d'accord? Puis ici, encore une fois, mon rayon, là, il est là. Et je l'ai mis au carré. OK? Donc, ça fait beaucoup de flèches, là. Mais j'ai été remplacer finalement mon rayon à deux endroits. Puis, ben, mon aire totale, j'ai été la placer à gauche de mon égalité. Parce que la formule que j'ai, c'est pour l'aire totale. Mais là, la valeur dont je recherche, la variable, pardon, dont je recherche la valeur, elle est dans le milieu de l'équation. Donc, ça me place dans une situation où il faut que j'isole à l'aide du principe de la balance. Donc, c'est ce que je vais faire, principe de la balance. Puis, ben, ici, ce qui est intéressant, c'est que je peux calculer la valeur là, de 2 fois pi fois 25 avec ma calculatrice, si je veux le faire. Hein, tout ce que j'aurai à faire, c'est venir ici avec ma calculatrice, puis calculer la valeur de 2 fois pi fois 25. Ça donnerait 157,07. D'accord? Bon, je calcule cette valeur-là, puis là, le principe de la balance me dit que je vais soustraire des deux côtés de l'équation. Ça va avoir comme effet là, de me débarrasser du membre à droite là, de l'addition à droite. Puis ben, à gauche, ben, 345 moins la valeur. Ça va donner 188. Puis après ça, ben, je vais effectuer la division de 31,41 des deux côtés de l'équation. Puis ça va me donner la valeur 6.
D'accord? Donc là, ici, j'ai été trouvé à l'aide bon, du principe de la balance et de remplacer dans une formule là, que la valeur de ma hauteur, c'est 6. Donc, si je veux, je peux effectuer la démarche inverse, c'est-à-dire si j'essaie de calculer l'aire totale d'un cylindre à l'aide des valeurs que j'ai ici, la hauteur et le rayon, qu'est-ce que ça va me donner? Ça devrait me donner la valeur qui est ici, l'aire totale. Et là, on ne le fera pas, mais c'est une étape qui est importante pour vous quand vous faites un problème. Donc, on nous dit que la hauteur du cylindre, c'est 6. On a fait bon, l'opération inverse que la carte précédente, finalement. Pour ce qui est de la carte numéro 8, on nous parle de formule de volume. Donc voilà, on va calculer ici là, bon, le volume de différents solides. Donc on avait séparé les volumes en trois catégories, grosso modo. On avait les volumes avec des bases identiques. Hein? On nous disait que c'était tout simplement R de la base fois hauteur. On avait aussi les solides qui étaient pointus. Dans ce cas-là, on nous disait que, étant donné qu'on perd un peu d'espace, puisque le solide est pointu, hein, ben là, on parle de solides qui sont réguliers, bien sûr, là. Mais bon, voilà. Pour les solides qui sont pointus, ici, on perd un peu d'espace. Donc, si on parle pour une hauteur qui est la même, là, un solide va être 3 fois plus petit à cause du fait qu'il monte en pointu. Et ça va être le cas peu importe dans quel sens le pointu va aller pour une hauteur qui est la même. C'est le principe de Cavalieri pour ceux qui veulent en savoir un peu plus là-dessus. Donc voilà. Puis la troisième catégorie, c'était tout simplement les sphères. Donc là, il n'y a pas grande catégorie. Ici, hein, on s'entend qu'on inclut aussi là, le cône, qui est une valeur circulaire, mais la formule va rester la même, c'est-à-dire l'aire de la base. L'aire de la base d'un cône, c'est un cercle, fois la hauteur divisé par 3. Ça va rester la même. Bon, voilà. Puis ici, ben, on inclut aussi le cylindre, bien sûr, hein, qui a lui aussi une base circulaire, mais ça ne change pas le fait. Puis ben, toutes les pyramides de ce côté-là ici. Fait qu'aussitôt que c'est un solide pointu, c'est la deuxième catégorie. Aussitôt que j'ai deux bases identiques, c'est la première catégorie. Puis tout ce qui est sphère, ben là, il y a juste un type de sphère, c'est une toute autre formule, c'est 4pi r, 4pi fois r à la 3 divisé par 3. Donc voilà, transformation, pour le concept numéro 9, là, transformation d'unité de volume et capacité. D'accord? On va regarder ce que ça donne. On sait, nous, bon, depuis belle lurette, là, au secondaire, que quand je veux transformer, là, bon, euh, par exemple, si j'ai 1 centimètre, si je veux me demander là, combien de millimètres ça fait, ben, je sais que je peux effectuer l'opération x10 ou regarder sur ma règle graduée quelle sera la valeur, combien de millimètres je vais avoir pour 1 centimètre. Je pourrais faire ça, mais aussi je peux savoir que ben, il y a un système bien établi pour ça. Puis tout ce que j'ai à faire, c'est de le respecter, puis ça m'évite beaucoup de désagréments. Donc, je peux faire la même affaire avec des décimètres. Je sais il y a 10 centimètres dans un décimètre. Donc là, par exemple, si j'ai 3 décimètres, ben, je sais que je peux faire x10, puis ça va me donner là, 30 centimètres. Puis je peux faire la même chose, retourner ici, puis savoir, ben, 30 cm, si j'ai 30 centimètres, clairement, ça va me donner 3000 millimètres. Puis je peux toujours faire ça. OK? Dans le cas inverse, là, je peux revenir vers l'arrière, c'est-à-dire que je peux diviser par 10 aussi, si on se rappelle. Là. Hein? Donc, je pourrais diviser par 10, donc ça ferait 0,3. Hein? Donc là, je peux transformer n'importe quelle valeur ici, là, dans mon tableau. Puis si je vais dans le sens inverse des flèches, ben, à place de multiplier par 10, je vais diviser par 10. Par exemple, si je veux me transformer de kilomètres en centimètres, ben, je vais faire fois 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000, 10 000, 100 000. Fait que là, si j'ai 2 kilomètres fois 100 000, ça me donnerait le nombre de centimètres dans, bon, 2 kilomètres. Donc voilà, si on se rappelle de ça, c'est des concepts qui sont quand même bon dans l'étude des mathématiques là, début secondaire. Donc voilà. Mais ce qui se rattache à ça là, vers secondaire 2, secondaire 3, c'est surtout là, le fait que quand je veux convertir des unités, puis ici je parle plus de longueur simple, je parle de calcul d'aire. Donc je parle de centimètres carrés, de millimètres carrés. Ben, je me rappelle dans ce cas-là que si je veux transformer, par exemple, un carré de 1 centimètre carré, si je veux faire une transformation d'unité, ben, le bon que je vais faire ici pour naviguer entre les unités sera plus de 10, mais bien de 100.
D'accord? Donc là, ça, c'est un concept qu'on avait vu. Puis là, en faisant des bons de 100, ben ici, ça me place dans la deuxième dimension. Ici, je parle plus d'aire, de segment, je parle de calcul d'aire. OK? Puis pour la troisième catégorie, bien sûr, c'est notre troisième dimension, c'est le calcul de solide. Mais dans ce cas-là, je remarque que, hein, par exemple, si je voudrais changer un cube de 1 cm, je voudrais changer là, ben, son calcul de volume de centimètres en millimètres cubes, ben, il faudrait absolument que je fasse fois 1000. OK? Donc ici, là, le volume de ce cône-là ici, oui, c'est 1 centimètre cube, pas de ce cône-là, de ce cube-là. Oui, c'est 1 centimètre cube, mais si je veux le mettre en millimètres cubes, ce ne serait pas 10 millimètres cubes, ce serait 1000 millimètres cubes. D'accord, son volume. Donc là, ici, bon, si vous voulez approfondir ça un peu, là, faudrait regarder des vidéos ou faire quelque chose, mais bon, c'est un des concepts qu'on avait vu, là, qui peut être quand même assez profond quand on y pense, là, mais bon, je vous laisse démêler avec ça, étant donné que c'est juste de la révision. Malheureusement, on n'a pas tant de temps à mettre là-dessus. Mais là, aussi, la dernière affaire qui se rattache à ça, c'est le concept de capacité. Donc là, ce qu'on nous dit là-dedans, c'est que bien sûr, mettons un verre d'eau, un petit, là, quelques gouttes dans un verre, c'est environ 1 millilitre. Puis si je veux mettre un espace, un volume qui est rattaché à ça, on parle d'environ 1 centimètre cube. Donc, on peut s'imaginer 1 centimètre cube. Ben, votre doigt est environ épais comme 1 centimètre. Donc, un petit cube, là, vous vous souvenez les petits cubes qu'on se lançait en troisième secondaire, juste pour le plaisir. C'était des cubes de 1 centimètre cube. Hein? Donc, voilà. Fait que là, 1 millilitre d'eau, ça rentrerait exactement dans 1 centimètre cube. Puis là, on peut continuer le processus, mettons, pour 1 litre d'eau. 1 litre d'eau rentrerait dans 1 décimètre cube, mathématiquement. Puis ici, 1 kilolitre, qui est une mesure un peu moins là, fréquente, ben, pourrait rentrer dans 1 mètre cube. Donc, une piscine de 1 mètre cube, c'est 1 kilolitre. Donc là, on a certaines équivalences ici, puis ils vont être utiles à savoir parce que la plupart des questions rattachées à ça, ben, c'est de convertir des mesures, hein, convertir des capacités. Hein. Ici, on a toutes les, à droite, on a tout le calcul de volume de ce côté-là, puis à gauche, ici, on a tout le calcul de capacité. Hein. On n'a pas les mêmes, on compare des pommes avec des oranges, mais ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut passer de un vers l'autre, tout simplement en suivant le petit schéma qui est ici. Donc, je connais c'est quoi la valeur de 1 mètre cube, puis je sais que 1 mètre cube, c'est rattaché à 1 kilolitre. Ben, je connais la valeur de 1 décimètre cube, je sais que 1 décimètre cube, c'est exactement 1 litre. Je connais la valeur de 1 centimètre cube, c'est exactement 1 millilitre. Bon, ça vaut pour n'importe quel chiffre. 500 mètres cubes ici, c'est exactement 500 kilolitres. 83 décimètres cubes, c'est exactement 83 litres. Donc ça, je peux faire plein de conversions avec ça. On va voir quelques exemples. Donc c'est important de garder ce tableau-là en tête. Donc pour le premier exemple, ben, on nous demande de convertir là, 58 900 millilitres en décimètres cubes. Donc là, on va sortir notre petit schéma, puis on va regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Donc première des choses, on est en millilitres. Hein? Donc là, je vais aller vérifier dans mon tableau, ben, où suis-je? Je suis ici en millilitres, puis on me demande là, de me rendre ici en décimètres cubes. Donc, je peux effectuer cette conversion-là. Ce qui arrive, c'est que 58 900 millilitres, c'est exactement 58 900 centimètres cubes. Centimètres cubes. D'accord? Donc, ça, je sais ça. C'est ça que me donne mon tableau ici. J'ai un pont entre millilitres et centimètres cubes. Après ça, ben, pour effectuer l'étape finale, me transformer en décimètre cube, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire cette opération-là ici, de me rendre de centimètre cube en décimètre cube. Puis là, étant donné que les flèches se dirigent du sens inverse fois 1000, ben, on va diviser par 1000. Diviser par 1000, ça revient à tasser 3 fois la virgule. Hein? Fait qu'ici, on aurait la réponse 58,9 décimètres cubes. Puis là, il y a des zéros, mais les zéros donnent à rien, donc une démarche simplifiée enlève les zéros. Si on n'est pas sûr, on peut le faire avec notre calculatrice. Ici, hein, tout ce qu'on a à faire, c'est 58 900, puis on voulait diviser par 1000, donc on va effectuer l'opération, diviser par 1000, ça va nous donner notre réponse. Ben, 58,9, c'est le chiffre que ça nous donne, donc 58,9 décimètres
cubes. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de suivre le petit schéma ici pour convertir.